Il faut qu'on parle de ce chapitre 1161. Personnellement, j'étais pas prêt. Je m'attendais à faire une petite critique analyse vraiment tranquille, pépère. Mais plus j'ai fait des recherches, plus j'ai trouvé des trucs absolument incroyables. Il y a des références. Je pense que on est les seuls à l'avoir trouvé. Alors oui, je parle de moi, pas à plusieurs personnes, c'est parce que j'étais pendant une petite demi-heure avec un poteau de HDO+, et on a fait une découverte de dingue. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Et oui, aussi, on va parler de la puissance de Garp, parce que ça aussi, faut en parler, même si ça va pas faire plaisir à certaines personnes, fans de tout ce qui est puissance, il faut qu'on en parle. Et d'ailleurs, je suis même ouvert à faire des débats, mais ça, on en reparlera après, hein. Les commentaires, de toute façon, ils sont là pour ça. Pour ne rien perdre, on va faire cette critique analyse en suivant les pages, et on va commencer avec Monkey D. Dragon qui prend les deux enfants et part avec. Alors Monkey D. Dragon, on va faire une sorte de petit récapitulatif de ce qu'on apprend sur lui. C'est l'une de ses premières missions. Il vient de rentrer dans la marine. C'est d'ailleurs pour ça que dans les chapitres précédents, on avait dit que c'était un newbie, un nouveau, un noob, et qui connaissait pas encore les tenants et les aboutissants. Et il est sûrement là par rapport à son père, qui est Garp. D'ailleurs, c'est son vrai daron, on va le voir justement après ça, parce qu'il paraît qu'il y a certaines théories où certains disent que Dragon ne peut pas être l'enfant de Monkey D. Garp, il voit que en vérité la marine n'est pas là pour protéger les populations, elle est là pour protéger une certaine catégorie de la population ou certaines choses, mais qu'il y a quelque chose au-dessus qui sont tout simplement le gouvernement mondial qui leur dit vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et ça, bah lui il veut pas. C'est ici où on commence à avoir les graines du révolutionnaire qui va devenir, parce qu'il l'est en lui-même. Il part avec les deux bébés et là il se fait avoir par une chevalier divin. Son nom c'est Maffei et elle est de la famille Sachel, et c'est là où ça commence à devenir intéressant, un point que je n'avais pas compris. Comment ça se fait que elle ne prend qu'un seul bébé et qu'elle ne prend pas les deux bébés? Tout simplement parce que quand on prend la case, ça y est, j'ai trouvé le soldat et le bébé. Elle a l'information par rapport à quelqu'un qui est sous les ordres de Figarland. Comment cela se fait-il que la personne qui est sous les ordres de Figarland ne sait pas qu'il doit aller chercher deux bébés? Parce qu'on remet dans le contexte, la maman s'est sauvée avec les deux bébés et c'est après Monkey D. Dragon qui l'a trouvé. Tout simplement, ce que l'on peut imaginer, c'est que Figarland, une fois qu'il a tué la maman, enfin qu'il pensait l'avoir tuée, il a demandé à un de ses subordonnés d'aller chercher. Et c'est là où, avec Eiichiroda, c'est vraiment dingue, c'est qu'il y a beaucoup de jeux de mots au niveau du Japon. Et le jeu de mots que j'aurais pu trouver qui peut vraiment correspondre à cette situation, c'est qu'au lieu de dire va chercher mes enfants, va chercher mes jumeaux, comme pour lui ça ce ne sont que des choses, il a seulement dit va chercher ma progéniture. Et l'autre, quand il dit va chercher ma progéniture, il pense qu'il y a seulement qu'un enfant. Et c'est ça l'ordre qu'il a donné. Parce qu'au moment où Figarland est parti et que le mec est parti chercher la progéniture, eh bien la maman et la progéniture, elle est partie. Et donc là, il a contacté Maffei et lui a dit il faut que tu me sauves les miches, va me chercher la progéniture de Figarland. Et Eiichiro Oda adore vraiment jouer avec les quiproquos, parce que Eiichiro Oda adore quoi? Les jeux de mots. Et justement, en parlant de quiproquos, on arrive sur un autre élément, c'est-à-dire qu'au moment où le chevalier divin va tuer Dragon, arrive Barbe Blanche et Liline. Barbe Blanche qui veut tout détruire en même temps que Liline, parce qu'il a absolument aucun respect pour ses coéquipiers. Il détruit en même temps le chevalier divin qui, alors ça je ne l'ai pas dit et on va le reprendre, on va en parler justement juste ici. Elle a un rayon laser qui lui sort de la bouche. Alors c'est pas un kamehameha qu'elle fait avec sa bouche, c'est vraiment un rayon laser. Donc est-ce que c'est l'ancien utilisateur du fruit du démon de Kizaru? Parce que dans ce chapitre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a le Captain Jones qui a un bras qui est comme celui de Kid, c'est-à-dire qu'il peut matérialiser avec des éléments métalliques des choses, et là il a fait à peu près le même bras que Kid, ce qui veut dire que peut-être que John avait le fruit du démon que plus tard Kid va avoir. Et là il y a une théorie qui date d'il y a 5 ans que j'ai trouvée sur le net, donc elle n'est pas de moi. Il semblerait qu'il y ait une théorie sur le fait que Captain Jones est le père de Kid. Parce que dans la vraie vie, le pirate William Kidd
qui a servi d'inspiration pour faire justement le pirate Eustace Kidd, eh bien son padré, ça serait John Kidd. C'est dingue, hein. Oui, c'est dingue. Et Eiichiro-Oda ne fait rien au hasard. Au moment où il y a Barbe Blanche et Liline qui arrivent et qui sauvent la vie involontairement de Dragon, eh bien t'as tous les autres pirates qui arrivent et qui veulent détruire les Rocks. Alors les autres pirates viennent aussi de la ruche, mais ils veulent se faire un nom, donc ils disent tiens, autant aller tuer les plus forts. Et ça aurait pu s'arrêter ici, et non, et là tu as un mec qui arrive, et ce mec c'est Garp. Et Garp, en une attaque, il fait fuir les 3 prochains empereurs. Alors, il les fait fuir. Pourquoi ? Ça, on va en parler quand on va faire l'analyse de la puissance de cette case parce qu'elle est très importante. Mais encore une fois, on va voir ça à la fin. Oui, parce que tu arrives sur un truc assez important, c'est le plan de l'île. C'est-à-dire que tu as Roger qui arrive par le nord, les Rocks qui arrivent par le sud et la marine se retrouve au milieu et c'est là justement où il y a Shaki et on doit libérer Shaki. Dans les différentes cases, il y a des petits éléments qui sont très importants dont un certain Gil Bastard, et si vous reconnaissez un petit peu la topographie et l'architecture qu'il y a au niveau de l'île, ça fait énormément penser à tout ce qui est western, et il faut savoir que Eiichiro-Oda avait fait justement un manga sur les westerns qui s'appelait Wanted, ça vous dit quelque chose, et il y avait ce personnage de Gil Bastard et il est présent ici en clin d'œil. L'autre chose aussi qui est très important aussi à tenir en compte, que j'ai oublié de parler juste avant, c'est que les 3 personnages les plus importants au niveau de God Valley, c'est Roger, Garp et Xebec. Les légendes, c'est eux, ce sont ces 3-là, c'est l'ancienne génération. Eh bien, ils ont chacun leur propre valeur. Garp vient seulement que pour Roger. Si Roger n'avait pas été là, Garp ne serait pas venu. Roger, lui, il vient pour Shaki et Xebec, lui, vient pour sauver sa femme et son fils. D'ailleurs, la femme de Xebec s'appelle Eris. Et on avait eu une information dans le chapitre 1150, quand il y a le pentagramme qui est ouvert par rapport à l'invocation, il y a quelque chose qui est marqué Eris dit Tar. Alors après, il y a plein de théories qui partent totalement en couille partout. Il y a d'autres youtubeurs qui vont faire plein de trucs là-dessus. Moi, je vais vous le dire concrètement. J'ai rien trouvé de vraiment logique dessus. Donc, comme je sais pas, eh bien, je parle pas. Mais par contre, il y a une autre chose qui est très importante et je pense être l'un des seuls à l'avoir trouvé. On va avoir Shaki qui va être présente, qui arrive à mettre, même si elle est enchaînée, tous les marines à terre. Et il y a Summer qui arrive et Summer, il dit une phrase hyper importante. Je vais te tuer en 5 coups. À chaque coup, tu devras te repentir. Et dans ma tête, je me suis dit, si Eiichiro-Oda met le chiffre 5 et la notion de repentir, ce n'est pas pour rien. Et en faisant les recherches, il y a quelqu'un qui s'est pris 5 plaies pour se repentir des péchés des humains. C'est tout simplement Jésus. Et si tu reprends Summer, il a le fruit du démon de l'épine. Jésus, il avait quoi ? Il avait une couronne d'épines. Si vous regardez le menton de Summers, vous verrez une croix. La famille s'appelle Shepherd. Shepherd qui veut dire berger. Berger qui est une notion très importante au niveau du christianisme. Et vous prenez aussi le nom de Peter, qui veut dire Pierre, et vous avez aussi le nom d'un apôtre par rapport au christianisme. Je trouve que ça fait beaucoup de références pour que ça soit du simple hasard. Surtout que Summers, dans sa manière de parler de l'amour, parler du péché et de toutes les autres choses, sont totalement en inversion de ce qui est montré et parlé au niveau de la Bible. Donc, bien sûr, il arrive, il veut faire mal à Shaki, et qui c'est qui arrive ? C'est tout simplement Rayleigh, avec l'une des plus belles cases du personnage qu'on ait pu voir, et pourtant il y a eu des gros moments avec Rayleigh au niveau de son interprétation, de sa mise en place, de son arrivée, de voir justement Shaki pleurer, d'être dans les bras de Rayleigh, Rayleigh qui en un sens avoue
son amour par rapport à Shaki, et à la fin tu as Scooper Gavan et Roger qui sont aussi là en train de pleurer, qui sont en train de lui dire bon bah allez on abandonne Shaki, enfin on abandonne Shaki, ils abandonnent pas Shaki au niveau de l'île hein, mais ils abandonnent leur idée de tomber amoureux et de vivre avec Shaki parce qu'ils voient le véritable amour qu'il y a entre les deux, et on comprend l'amour qu'il va y avoir après, qu'ils vont toujours être ensemble. Et je trouve que ces cases là sont tout simplement magnifiques, et ça me fait penser que, parlant d'amour complètement magnifique, ça me fait totalement penser que j'ai oublié de parler de Xebec, et Xebec, ce qui se passe justement avec sa femme, et on voit que par rapport à Garp et par rapport à Roger, où leur implication au niveau de la ruche, et on ne va pas se mentir, assez futile, on voit que c'est Xebec qui a vraiment un gros intérêt à venir au niveau de la ruche pour, encore une fois, sauver sa femme et sauver son fils. Et c'est là-dessus, comme je l'ai dit la semaine dernière, enfin dans la critique de la dernière analyse de chapitre, le 1160, c'est là-dessus qu'il va y avoir la bascule au niveau de ce qui va se passer au niveau de Xebec, et pourquoi Roger et aussi Garp vont devoir s'allier pour empêcher Xebec de faire quelque chose. Et je pense même que ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de pacte qui va être mené contre Xebec, où Im va peut-être dire ok Xebec, si tu veux revoir ta femme et ton fils vivant, il va falloir que tu massacres le reste de l'île et que personne ne parte vivant de cette île. C'est peut-être là-dessus qu'il va y avoir cette bascule pour se dire ok, pourquoi Xebec est ce démon? Tout simplement parce qu'il a une obligation tacite de le faire. Et ça, pour moi, je pense que c'est très important, et je pense que c'est ce qui nous est montré au niveau de ce chapitre. Mais il y a aussi autre chose qui nous est montré au niveau de ce chapitre, c'est tout simplement la puissance de Garp. Donc on va parler de cette page et même de celles qui vont suivre, où on voit le petit Garp en pleine action. Donc déjà, le dessin de Garp, il a un flow absolument de dingue, avec l'attaque qui défonce le sol. Les futurs empereurs partent. Il y a Barbe Blanche, il y a Liline, et il y a aussi Kaido. Alors Kaido, lui, il s'en va, mais normalement il veut pas s'enfuir. Pourquoi? Il dit on ne se bat pas. Non, laisse tomber, on va fuir parce que c'est Garp. Fuyez, on va perdre trop de temps. Et c'est là où il faut interpréter, pour moi, la case comme il faut. Et encore une fois, je suis ouvert à tous les débats, et on peut faire même des vidéos de débat par rapport à la puissance de Garp. Maintenant, pour moi, c'est le fun, et je suis totalement d'accord. En gros, ce qui se passe, tel que je vois, telle est mon interprétation de la case, les trois qu'on voit là, individuellement, ne font pas le poids contre Garp. Personnellement, je le vois concrètement comme ça. Mais les trois peuvent battre Garp, mais ça prendrait trop de temps. C'est-à-dire que la victoire en 3 contre 1, il ne peut pas les blaster. Là où, par exemple, Xebec, lui, serait capable de rétamer les trois en 3v1. Au niveau des générations et au niveau de l'île, de ce qui va se passer au niveau de l'île, on a, comme je l'ai dit, Xebec au-dessus, et après on a Roger et Garp qui sont à un très très haut niveau, et en dessous on a les futurs empereurs qui, comme certains spécialistes du game au niveau de la puissance, disent qu'ils ne sont pas à leur prime, et ils ont parfaitement raison. Xebec par exemple, il est à son prime. Roger et Roger et Garp vont être à leur prime plus tard, quelques années justement avant ce qui va se passer au niveau de Loftel, mais pour l'instant ils ne peuvent pas en 1v1 détruire Garp. Et tel que nous est présenté le Garp ici présent dans la narration actuelle de One Piece, c'est ça qui nous est montré. Encore une fois, on peut parler de ce qui s'est passé avec Shinjao, qui est à peu près à l'époque ou un petit peu après. Ce n'est pas du tout dans la même temporalité narrative. One Piece, je me casse assez le cul à vous expliquer pourquoi, est une œuvre qui évolue avec le temps. Et donc des éléments narratifs qui étaient présents à une époque ne sont plus valides parce que tout simplement l'œuvre a évolué. Et c'est exactement la même chose avec les databooks.
Dans les databooks, il y a des informations qui sont données, qui sont complètement fausses après. Et là, on peut même parler de la mort de certaines personnes. Mais vous inquiétez pas, j'ai fait plein de recherches, on en parlera dans une autre vidéo. Donc, il y a Big Mom qui justement essaye de gagner du temps parce que le but, faut bien se rappeler, c'est de prendre les trésors et aussi de prendre Shaki et aussi les fruits du démon, et donc a fait une attaque pour bloquer en un sens Garp et se donner un peu plus de temps pour fuir. Ils ne fuient pas parce qu'ils sont incapables ou ils sont terrifiés. Ce n'est pas du tout le cas. Ils font le choix d'un repli stratégique. Donc, il y a une attaque, et on va pas se mentir, qui est assez puissante de Big Mom. Et là, ça n'a rien fait à Garp. Le Garp qu'on voit sortir, il a un sourire de démon. Le Garp qu'on voit ici, c'est un Garp qui est absolument dingue. Et là, tu vois bien quand même Big Mom dire bordel. Tu le vois dans le dessin de la case, elle ne sourit pas. Elle n'est pas non plus en stress, elle n'est pas exorbitée, elle se dit pas dans sa tête putain, on va crever. C'est juste se dire ok, le poteau il est encore vivant. Normalement il aurait peut-être dû être à genoux avec l'attaque que je lui ai foutue en pleine gun. Mais non, le mec il rigole. Voilà. Et donc là, le bordel qui est marqué et la case comment est dessinée Big Mom montre que il y a quand même un petit peu de stress, où il y a quand même dans sa tête de se dire ok, le garpounet, je l'ai peut-être un petit peu sous-estimé. Mais encore une fois, et c'est ça qui est vraiment important, parce que je ne veux pas non plus passer pour un pro Amiro, je ne veux pas passer pour un pro Garp, même si j'adore le personnage, et la fin de God Valley et les futures conversations qu'il peut peut-être avoir avec son fils justement Dragon, qui voit justement que son père, il s'étonne que son père soit là, va énormément jouer sur la future interprétation ou le choix narratif qu'a décidé de mettre en place Eiichiro Oda au niveau de ce qui se passe au niveau du personnage de Garp. On a ici un Garp qui est monstrueux, et les 3 futurs empereurs préfèrent partir parce qu'ils savent que à 3 contre 1, ils peuvent le vaincre, mais ça va demander énormément de temps. Et sur cette action, eux, le but, ce n'est pas de détruire la marine, ce n'est pas de raser l'île, c'est de sauver Shaki et c'est de prendre les trésors. Et donc, il y a des priorités. Et la priorité ici, c'est de se casser et d'aller sauver Shaki et de récupérer les trésors. Oui, je sais, il y a beaucoup de répétitions, mais c'est vraiment pour essayer d'être le plus clair possible et de dire que je ne suis pas un pro pirate. Alors ça, non, pas du tout, on en parlera dans une vidéo. Je ne suis pas un pro amiral. Ça aussi, parce que ce qu'ils font par rapport au gouvernement mondial, il y a des choses qui sont totalement inacceptables. Je suis seulement un pro One Piece. Donc vous avez les commentaires, et n'hésitez pas, si encore certains veulent faire des débats en vidéo, je suis votre doc.